bonjour ou bonsoir selon votre situation géographique. C'est le moment de vous présenter le journal parlé en langue française sur votre chaîne de télévision préférée, la BTV. Donc voici d'abord les grands titres. Le gouvernement du Burundi ne respecte pas la Convention internationale de lutte contre la corruption. C'est du moins ce qui a été dit lors d'une activité de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques. Vous aurez les détails dans ce journal. Le mois des statistiques au Burundi a été marqué par différentes réalisations, dont le renforcement des capacités entre les acteurs des statistiques. Les détails, ça sera dans ce journal. Dans quelques instants, ça sera le développement de ces titres et bien d'autres. Je vous le disais en titre, le gouvernement du Burundi ne respecte pas la Convention internationale qu'il a ratifiée contre la corruption et les malversations économiques. Cela permet à la corruption de se multiplier au lieu de disparaître. Reportage signé Arrête Mugisha. C'est difficile d'arriver à l'objectif des pays émergents en 2040 et pays développés à 2060, alors que le gouvernement du Burundi ne respecte pas la Convention internationale qu'il a ratifiée contre la corruption depuis 2006. Cela a été dit par les participants dans l'atelier organisé par l'organisation de lutte contre la corruption et la malversation économique au Burundi. Gabriel Rufsiri, représentant de l'ORICOM, a expliqué comment notre pays ne respecte pas l'accord qu'il a signé contre la corruption. Aujourd'hui, par exemple, à titre illustratif, l'enrichissement ici, il n'y a aucune autorité. Depuis 2006, donc depuis la mise en place de la loi anticorruption, il n'y a aucune autorité qui a été sanctionnée par rapport à l'infraction de l'enrichissement illicite. Il n'y a aucune autorité qui a été déjà sanctionnée publiquement par rapport au branchement d'argent sale. Et pourtant, les lois sont là, parce que ces lois sont très lacunaires. On a parlé de la déclaration illicite, de la déclaration du patrimoine. C'est au niveau de la Constitution. La Constitution est claire, mais malheureusement, les autorités au plus haut sommet de l'État ne déclarent pas le patrimoine. Il explique que lorsqu'il n'existe pas de loi qui punit quiconque volait les biens du pays, il n'a pas d'autre moyen contre la corruption et il demande au gouvernement du Burundi de se conformer à ces lois. Il doit y avoir la cohérence entre ce qui est dit, c'est-à-dire l'action, le discours politique et les actes. Donc, le discours doit être accompagné par les actes concrets, ce qui n'est pas le cas actuellement. Comme je l'ai dit par rapport à la déclaration du patrimoine, je l'ai dit par rapport à la lutte contre l'enrichissement illicite, je l'ai dit par rapport à la lutte contre le branchement. Vous saurez que, après cet accord contre la corruption, le Burundi a été évalué 2 fois, mais que les Burundis n'ont pas été informés des résultats de cette évaluation. Le mois des statistiques au Burundi a été marqué par différentes activités, dont le renforcement des capacités entre les acteurs des statistiques au Burundi. C'est du moins les propos du directeur général de l'Institut national des statistiques au Burundi, Monsieur Nicolas Ndayishimiye. Le ministère des Finances, du Budget et de la Planification, en collaboration avec l'Institut national des statistiques du Burundi, INSEBU en sigle, ont clôturé le 12e mois de statistiques au Burundi à la veille de la journée africaine de statistiques, célébrée le 18 novembre de chaque année. Selon le directeur général de l'INSEBU, en la personne de Nicolas Ndayishimiye, ce mois de statistiques a été marqué par plusieurs réalisations, dont le renforcement des capacités. Au cours de ce mois, de ce 12e mois de la statistique que nous avons démarré le 20 octobre passé, nous avons réalisé plusieurs activités. Nous avons réalisé des activités, des ateliers de renforcement des capacités. Nous avons organisé des ateliers d'analyse et de traitement des données. Nous avons organisé des ateliers de visibilité. Ce qui était avec nous hier, on a organisé un café statistique
sur l'aurore de la cartographie censitaire pour le recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage en cours de réalisation, en cours d'exécution actuellement au Burundi. Nous avons organisé des réunions statutaires, notamment la 25e réunion du comité technique de l'information statistique, et nous avons fait un renforcement des capacités des animateurs de notre système statistique national. Le directeur général de l'INSEBU explique également le rôle des statistiques dans la vision du Burundi 2040-2060, sauf dans le domaine de l'environnement. La vision du Burundi, pays émergent en 2040 et pays développé en 2060 a des cibles. Et qu'est-ce que nous allons faire? C'est de suivre la progression de la mise en œuvre des objectifs de la vision. Pour voir est-ce que, par exemple, si on a d'ici 2040, nous allons réduire la mortalité infantile de 50%. Nous allons voir la situation actuelle au niveau de la mortalité infantile se présente comment. De 2023 jusqu'en 2040, nous allons chaque fois renseigner au niveau de réduction de la mortalité et pour voir si cette cible qui est mentionnée dans la vision sera atteinte. Nous allons le faire presque dans tous les domaines, mais il y a des domaines pour lesquels on n'a pas encore commencé à produire les données. C'est notamment le domaine lié à l'environnement et au changement climatique. C'est un domaine pour lequel je pense que nous allons mettre beaucoup d'efforts pour pouvoir renseigner les cibles et les indicateurs de la vision de ce secteur. Rappelons que le mois des statistiques au Burundi, édition 2023, a débuté le 20 octobre pour se clôturer le 17 novembre de cette année 2023. Cette fois-ci, le transport en commun, les personnes utilisant le bus comme moyen de transport en commun sont lamentent des imperfections perpétuelles qui s'observent dans ce secteur. C'est un reportage signé Alain Loris Ndongos. Dans le secteur du transport en commun du centre-ville de Bujumbura vers ses quartiers périphériques, s'observent certaines lacunes, ce qui provoque des lamentations de la part des personnes utilisant les bus en commun comme moyen de transport. C'est le cas des véhicules qui avancent en âge et qui continuent d'être utilisés pour le transport en commun. Certains d'entre eux ont des vieux fauteuils qui peuvent trouver les habits des passagers ou même les blesser, ce qui peut provoquer des conséquences graves chez le passager, vu que la plupart de ces fauteuils sont parfois rouillés. Dans cette période de pluie, certains véhicules utilisés dans son transport, avec des vitres cassées, font que les passagers soient mouillés étant à l'intérieur du véhicule. Un autre fait remarquable est la présence des personnes qui est dans le positionnement des bus, couramment appelé Abakokai, alors qu'il y a une loi interdisant à ces personnes de pratiquer ce métier. Il y a aussi des bus qui sont colorés avec des couleurs jaunes ou d'autres couleurs, alors qu'ils devraient être colorés en bleu ciel et blanc. Pour ce fait, nous avons essayé de chercher les autorités de la mairie de Bujumbura, des représentants de la Trabou pour s'exprimer sur ce sujet, mais en vain. Parlons cette fois-ci de l'actualité internationale avec Patrice Kini. L'ANS au pouvoir en Afrique du Sud a déclaré jeudi qu'il soutiendrait une motion parlementaire examinée dans la journée et visant la fermeture de l'ambassade d'Israël à Pretoria pour contester contre la guerre à Gaza. Le Congrès national africain ANC a déclaré soutenir aussi les appels lancés au gouvernement pour qu'il suspende toute relation diplomatique avec Israël jusqu'à ce que ces pays acceptent un cessez-le-feu et s'engagent dans des négociations contraignantes facilitées par l'ONU.
Pretoria est depuis longtemps un fervent défenseur de la cause palestinienne. L'ANS dressant souvent des parallèles avec sa propre histoire de lutte contre l'apartheid. L'Afrique du Sud n'est pas le premier à envisager de rompre ses relations avec Israël en réponse à l'offensive israélienne à Gaza qui vise à détruire les capacités militaires et gouvernance du Hamas. Le gouvernement bolivien a rompu ses relations diplomatiques avec Israël au début du mois de novembre, l'accusant de combattre des crimes contre l'humanité à Gaza, tandis que le Chili et la Colombie ont rappelé les ambassadeurs en Israël après avoir critiqué l'offensive militaire contre Hamas. La guerre entre Israël et Hamas a été déclenchée par l'attaque sanglante du groupe terroriste islamique palestinien le 7 octobre sur le sol israélien depuis la bande de Gaza qu'il contrôle. Près de 3000 terroristes ont pris l'assaut des villes et des communautés du sud d'Israël et ils ont perpétré un massacre tuant près de 1200 personnes et près de 240 personnes ont été prises en otage. L'Afrique du Sud a rappelé tous ces diplomates d'Israël au début du mois. Le Parlement kenyan a approuvé jeudi le déploiement dans le cadre d'une mission soutenue par l'ONU d'un millier de policiers en Haïti, secoués par les violences malgré les critiques contre ces projets dans les pays d'Afrique de l'Est. Le déploiement reste toutefois suspendu par les hauts cours de Nairobi qui examine à partir de ce jeudi un recours déposé par un opposant. Selon un juge, Enoch Muita, la haute cour doit se prononcer sur ce recours le 26 janvier 2024. Début octobre, le Conseil de sécurité de l'ONU avait donné son feu vert à l'envoi en Haïti d'une mission multinationale menée par le Kenya pour aider les policiers haïtiens. Le petit État caribéen est en proie à la violence des gangs qui contrôlent 80% de la capitale. Le nombre de crimes graves a atteint les records selon la représentante de l'ONU dans ce pays. Je cite, Lewi Lamporte a laconiquement déclaré la vice-présidente du Parlement kenya Gladys Bossi-Cholei après avoir demandé aux élus de se prononcer à voix haute sur l'envoi des policiers. Avant l'audience de jeudi à la haute cour de Nairobi, l'opposant qui l'a saisi, Ekuru Oko, a critiqué le Parlement pour avoir initié le vote, accusant le législateur de désobéir à la décision de justice. Pour M. Okot, la mission est constitutionnelle car elle ne repose sur aucune loi ou aucun traité. Mais le chef de la majorité à l'Assemblée nationale, Kimani Ichung'wa, a affirmé que le législateur n'effrénait aucune loi et que le travail de la justice n'empêchait pas le Parlement d'accomplir son mandat constitutionnel. Passons cette fois-ci aux publicités avant de continuer avec notre journal. Le temps pour la Golden Saison, la saison pour gagner. Les règles sont simples. Parie sur le sport, obtiens des billets promotionnels, participe au tirage. Golden Saison, temps d'or pour gagner. Utilise le code promo pour obtenir le bonus de bienvenue. Le temps pour la Golden Saison, la saison pour gagner. Les règles sont simples. Parie sur le sport, obtiens des billets promotionnels, participe au tirage. Golden Saison, c'est le temps d'or pour gagner. Golden Saison, c'est le temps d'or pour gagner. Golden Saison, c'est le temps d'or pour gagner. Quelle saison? Golden Saison, temps d'or pour gagner. Utilise le code promo pour obtenir le bonus de bienvenue. Dans le monde musical, l'État devrait louer des moyens financiers à l'endroit des artistes pour que ces derniers aient une possibilité de participer aux festivals étrangers dans lesquels ils sont invités. Ange Negrita Irakos. Il y a la façon de postuler pour avoir l'accès aux festivals internationaux afin que l'artiste soit connu et attire de l'expérience. Mais ces artistes sont confrontés à un problème lié à l'incapacité financière les empêcha de participer dans ces festivals comme l'a annoncé Christian Xavier qui a déjà participé dans divers festivals internationaux et lancé un appel à l'État de s'impliquer dans le développement de ces artistes. Maintenant, ces jours-ci, c'est tellement facile. Il suffit d'aller sur le net et de se faire inscrire. Il y a des festivals gratuits qui font que les artistes participent sans avoir de fonds. Mais je dirais que au Burundi, il y a un problème qui est là. Les artistes sont pauvres
et voudraient bien participer. Pour ceux qui sont doués, qui s'arrangent à décrocher ces invitations, il manque des fonds pour arriver à avoir les tickets d'avion. Je lancerai un appel au ministère de la Culture d'essayer de trouver ces fonds et de financer des sortes de bourses de mobilité. C'est vrai qu'il y a des particuliers qui aident les artistes d'une façon privée. C'est pas toujours évident. Si on se compare à d'autres pays qui sont déjà en avance, ce sont des pays qui ont compris que les artistes doivent bouger, aller puiser des expériences. Il y a ce réseautage qui est là, il y a ces échanges d'expériences qui pourraient être bénéfiques non seulement pour les artistes, mais pour tout le pays tout entier. Kaka Rugamba, Aster Anderson, manager du groupe musical Les Jumeaux, c'est une réalité que les artistes ratent ces festivals à cause du manque de moyens financiers, car d'après lui, son groupe vient de rater récemment un festival international SICA à cause du même problème, ainsi que celui du manque de visa, et a lui aussi appelé l'État à soutenir le secteur culturel. Nous avons été invités il y a 2 mois. Nous avons fait tout ce que nous pouvons, mais malheureusement, on n'a pas allé là-bas parce que nous avons eu un problème de manque de billets d'avion et de billets de visa, de frais de visa. Et vous savez, on ne peut pas y aller à pied là-bas, c'est très loin. Non, c'est pas vraiment facile parce que vous savez, il faut mobiliser une équipe de plus de 10 personnes ou 7 personnes. Vous savez, les billets pour cette personne, les frais de visa, les frais pour les vaccins, pour tous les préparations qu'il faut faire. Il faut laisser quelque chose à la maison. Vous savez, c'est pas vraiment facile pour nous parce qu'en principe, nous, les musiciens, les artistes, nous n'avons pas beaucoup de moyens pour les mobilités. Je dirais qu'il faut quand même faire quelque chose, que le gouvernement puisse faire quelque chose pour nous parce que c'est très cher pour nous. Bon, d'abord, les festivals internationaux sont des lieux où on rencontre beaucoup de personnalités, beaucoup de professionnels dans la culture, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Et si vous rencontrez quelqu'un qui a quelques niveaux par rapport à vous, donc vous apprenez. Et si vous apprenez, vous revenez à la maison avec le bagage. Et encore, c'est le lieu pour la publicité et la promotion de notre culture, la culture burundaise. Et je plaide de l'État à ce qu'il injecte de l'argent dans ce domaine. Il faut qu'il essaie au moins de planifier si c'est 10 mobilités par an ou bien 20 mobilités, c'est possible. Vous saurez que certains artistes sont obligés de s'autofinancer pour participer dans ces festivals. Il a causé Erika, connue sous le nom de scène Miss Erika, qui vient de rentrer son âme ce vendredi le 17 novembre 2023 à l'hôpital Boumelek en mairie de Bujumbura, selon les informations ici de sa famille. Miss Erika est morte après une maladie de courte durée. Irakoze Erika est née en 1993 à Bujumbura. Sa carrière musicale est débutée en 2011 avec le groupe Kweshenji. Elle était avec Josti, MJ Babel, Liliso, Tel West et Albi Wamandalino. Avec ce groupe, ils ont sorti une chanson Lipikosa qui a beaucoup cartonné dans tous les coins de la capitale Bujumbura. Sa carrière musicale a connu un grand succès avec le label Kiundo. C'est en Ouganda où elle a sorti les chansons très virales comme Buziri Herezo, Give Me Love et Mon Amour. Miss Erika laisse 2 enfants et un époux. La BTV présente ses condoléances à sa famille, les mélomanes également, ainsi que les musiciens burundais. Que son âme repose en paix. C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci à toute l'équipe technique qui a fait à ce que les images et les sons parviennent sans problème. Raymond Prosper Nyonguru qui vous l'a présenté. Je vous souhaite de passer de bons moments en compagnie de votre chaîne de télévision préférée BTV. À la prochaine. Au revoir.